de l'Agriculture et de l'équipement rural, M. Abdoulaye Baldé Dibibi. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Question d'actualité. La campagne agricole s'annonce, celle de 2014, mais nous sommes aussi dans la campagne agricole de 2013. Si vous demandez de faire le bilan de la campagne de 2013, que diriez-vous aux Sénégalais? Merci M. Diop. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes condoléances suite au rappel à Dieu de votre défunt parent. Merci. Que le bon Dieu l'accueille dans son céleste paradis. Merci. Alors, parlant de bilan donc, de la campagne précédente, c'est un bilan satisfaisant à tout point de vue. D'abord, la campagne a été bien préparée en termes donc, de mise en place des intrants. Malgré, lorsque nous sommes venus, il n'y avait pas de budget pour préparer la campagne. Mais le président de la République a bien voulu faire des efforts extraordinaires pour permettre en tout cas la mise en place d'intrants subventionnés au profit des agriculteurs. Nous avons mobilisé en peu de temps 34 milliards que nous avons mis en place pour permettre en tout cas aux paysans d'avoir des intrants subventionnés et vraiment très bien subventionnés, notamment l'engrais et les semences. Alors, sur le plan aussi pluviométrique, Dieu merci, nous prions le bon Dieu aussi pour avoir le même niveau de pluviométrie et bien réparti dans le temps et dans l'espace, ce qui nous a permis d'avoir des niveaux de production importants. Alors, parce que du point de vue céréalier, nous avons atteint 1 600 000 tonnes. Donc il y a eu une hausse de 52%. Pour toutes les spéculations, que ce soit le riz, le mil, le maïs, ont connu des hausses de l'ordre de 30 à 50%. Seul le fonio n'a pas connu de hausse pour les céréales. Le coton aussi, c'est le même comportement. Nous sommes passés de 25 000 tonnes à 32 000 tonnes. L'arachide, le même comportement, une hausse de près de 35%. Nous sommes passés pour l'arachide de 500 000 tonnes, 572 000 tonnes exactement, à 680 000 tonnes. Donc, globalement, la campagne s'est bien déroulée. Est-ce que ce qui veut dire que les paysans se sont enrichis? Oui, les paysans se sont enrichis et ça nous a permis d'abord de diminuer le déficit alimentaire, malgré quand même, il faut le dire quand même, cette hausse de production céréalière, il y a des poches d'insécurité où la production n'était pas très bonne, mais cette zone est connue, toutes les zones sont connues, sont identifiées, les personnes aussi identifiées avec l'appui de nos partenaires, c'est le lieu de les féliciter, le PAM et la FAO, et qui nous ont permis donc d'identifier toutes ces personnes et de les appuyer pour renforcer leur capacité productive. Parce que quand vous n'avez plus de quoi se nourrir, vous perdez tout de suite vos capacités productives. Et donc nos partenaires nous accompagnent en donnant donc, des intrants pour renforcer les capacités productives de ces personnes. Vous le disiez tantôt, une bonne campagne agricole, celle précédente. Est-ce que vous êtes sûr que les récoltes vont rester au Sénégal? Alors, revenant d'abord à votre question antérieure, vous demandez si les revenus ont été importants du point de vue distribution. Oui, il faut quand même saluer l'organisation aussi de la campagne de commercialisation. Ça a été un succès. Depuis que nous avons déclenché l'opération Tektegui, Dieu merci, il n'y a pas eu de bons impayés. Et donc, même les huiliers qui l'année passée ont collecté 34 000 tonnes d'arachide, c'était une catastrophe. Cette année, ils ont collecté plus de 52 000 tonnes. Et les collectes aussi continuent jusqu'à présent. Et ce qui veut dire, du point de vue approvisionnement, les huiliers pratiquement ont fait le double. Et ce qui, naturellement, il y a donc une meilleure distribution des revenus au niveau des paysans. Et j'ajoute, il n'y a pas que les huiliers qui ont distribué des revenus, parce qu'il y a eu de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché à cause de la libéralisation, et ça a fait pratiquement le double de ce que les huiliers ont collecté. Globalement, je pense, du point de vue distribution de revenus, les paysans ont reçu assez de revenus. Nous sommes au mois de mai, c'est bientôt les premières pluies au Sénégal. Est-ce que vous avez préparé la prochaine campagne? C'est le 2014. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Merci pour cette question d'actualité qui est importante. Effectivement, aujourd'hui, nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons envoyé depuis le début du mois de mai une lettre circulaire à tous les gouverneurs
pour fixer la composition donc, des commissions de session et de mise en place des intrants. Les circulaires sont partis, les gouverneurs et les préfets, donc les autorités administratives sont en train de prendre des arrêtés pour installer les commissions locales de distribution des intrants, notamment les semences et l'engrais. Et les opérateurs, chacun a été notifié, il a son calendrier de distribution et je pense que pour le moment, les mises en place même ont démarré dans certaines régions. Mais quelles sont les garanties que vous donnez aux Sénégalais pour une bonne campagne agricole cette année? Les garanties que nous avons donc, comme je vous dis, pris d'abord ces dispositions et nous avons aussi pris les dispositions pour lutter contre les ravageurs. Si nous prévoyons, parce que nous avons fait des simulations, en cas d'attaque acridienne, nous avons préparé une riposte, mais aussi pour les ravageurs traditionnels autochtones, nous avons aussi pris toutes les dispositions pour continuer à protéger donc, les cultures. Donc les dispositions sont prises autant au niveau des intrants et des semences, autant au niveau de la protection des cultures. Il y a eu quelque temps, une polémique a été soulevée ici par certains agriculteurs qui parlent des intrants, surtout des 22 000 tonnes d'engrais qui ont été attribués à un opérateur sans appel d'offres. Alors, cette question est importante et elle mérite une précision. Alors, depuis le mois de janvier, nous recevons donc des entreprises ou des fournisseurs d'engrais et des demandes d'agrément. Alors, nous avons reçu toutes ces demandes et nous avions adressé un courrier à tous les fournisseurs potentiels d'engrais. Donc c'est une consultation. Parce que nous avions effectivement préparé un dossier d'appel d'offres, mais compte tenu de l'urgence, parce que l'engrais, il faut que ça soit là au mois de mai, au mois de juin, au plus tard, nous avons préféré passer par une consultation. Et nous avons consulté tous les fournisseurs d'engrais pour leur demander de nous envoyer leur meilleure offre en termes de prix et de quantité. Et même ceux qui n'avaient pas reçu d'agrément, qui ont appelé ça, nous ont envoyé leurs offres qui ont été consultées. Et c'est sur cette base que nous avons retenu les fournisseurs. Sur la base donc, des meilleures offres, nous avons retenu donc, les fournisseurs. Et cette année, contrairement aux autres années, il n'y a pas eu de contestation au niveau des fournisseurs. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Cet engrais va coûter combien au Sénégal? Ça varie, le sac de 50 kg, ça varie entre 6 000 francs, le sac de 50 kg, et 10 000 francs. Donc ça dépend des formules. L'engrais 6-10-10, qui concerne la majorité, notamment pour l'engrais, coûte 6 000 francs. Il y a des sacs qui coûtent 7 500, d'autres 9 000, d'autres 10 000, notamment l'engrais qui concerne plutôt les productions horticoles. L'État paye combien pour avoir ces 22 000 tonnes d'engrais? Il ne s'agit pas de 22 000 tonnes, il s'agit même de 95 000 tonnes d'engrais qui vont être mises en place au niveau donc, des commissions. Et nous sommes passés, donc, il faut le dire, de 80 000 tonnes l'année dernière à 95 000 tonnes. Donc un effort supplémentaire de plus de 15 000 tonnes pour démocratiser l'accès à cet intrant important qui permet de soutenir la productivité. C'est une enveloppe environ de 13 milliards. Oui. L'année passée, l'enveloppe était même de 18 milliards. Nous avons joué sur l'accroissement des quantités, quand bien même l'enveloppe a diminué, mais ça n'a pas été diminué. Mais nous avons pris 5 milliards de l'engrais que nous avons mis dans le matériel agricole. Mais nous avons du coup aussi augmenté les quantités d'engrais. Ça a été, je pense, un effort à celui. Est-ce que les intrants seront à disposition des paysans avant la campagne? Oui, tout à fait. En tout cas, nous avons pris toutes les dispositions. Les fournisseurs d'engrais, tous ont été notifiés. Et nous avons cette année que c'est l'industrie locale, où la plupart des fournisseurs ont commandé au niveau de l'industrie locale, au niveau des ICS. Et les ICS ont un rythme de production satisfaisant. Nous avons déjà visité l'industrie. Et je pense aussi que c'est une occasion de relancer l'industrie locale. L'agriculture est le cœur du développement de la politique de développement du gouvernement. Le président Macky Sall dit que c'est un vecteur essentiel de création d'emplois. Quelles sont les dispositions qui sont prises justement pour permettre aux jeunes qui sont ici à Dakar, dans les régions, à travailler la terre? Merci, je pense que c'est l'occasion de remercier le président, son Excellence, le président de la République Macky Sall, qui a dit que l'agriculture est au cœur de la priorité et il l'a traduit en actes. Parce que cette année, le budget de l'agriculture a augmenté de 45%. Et ça, je pense que le discours, ça en est suivi les actes. Et donc, ça c'est important.
Alors, les dispositions prises, c'est que pour insérer d'abord les jeunes, nous avons des programmes dans le cadre de notre agence qu'on appelle ANIDA, un programme de ferme, avec d'autres programmes que nous avons appelés les domaines agricoles communautaires. Alors, ce sont des aménagements qui sont faits pour permettre d'installer les jeunes et les femmes, pour leur permettre de retourner vers l'agriculture. Parce que nous savons tous que l'agriculture, si elle est bien organisée, elle est modernisée, elle est rentable à tout point de vue. Mais est-ce que ces domaines ont déjà démarré? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les régions ou bien dans les communautés rurales, les jeunes peuvent aller cultiver la terre? Quelles sont les conditions qui leur permettent d'y accéder? Alors, déjà, je peux vous indiquer qu'à Thiep, nous avons une ferme qui est déjà installée. Alors, nous sommes à l'étude cette année, nous avons étudié 3 domaines agricoles communautaires et ces domaines seront mis en œuvre dès l'année prochaine, en 2014. Et en 2014, nous allons étudier 3 autres domaines qui seront mis en œuvre en 2015. Ce qui veut dire à terme, d'ici 2016-2017, nous prévoyons d'installer 9 domaines agricoles communautaires répartis dans tout le territoire national. Il y a eu aussi une polémique qui était née par rapport au domaine agricole communautaire entre vous, le tiraillement du ministère de la Jeunesse, qui disait que c'était lui l'initiateur de ce domaine. Le président a tranché en faveur du ministère de l'Agriculture avec le Premier ministre. Mais certains disent que la Banque islamique de développement pourrait ne pas financer ce domaine parce qu'ils sont entre le boulet entre vous et le ministère de la Jeunesse. Non, je pense que c'est une mauvaise interprétation. Il n'y a jamais eu de tiraillement entre le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Agriculture autour des domaines agricoles communautaires. C'était simplement une communication parce que c'est un programme du gouvernement. Et la Banque islamique de développement est toujours prête à nous accompagner parce que c'est un programme du gouvernement du Sénégal, donc de l'État du Sénégal. Les aspects institutionnels conçu, travaillé par le ministère de la Jeunesse. Parce que là-bas, les gens estiment que vous avez arraché ce domaine de leurs compétences en vous l'attribuant. Aujourd'hui, certains estiment que la Banque islamique de développement est un peu sceptique. Mais je vous dis, c'est clair, il n'y a jamais eu de politique. Les domaines agricoles communautaires sont conçus au niveau du ministère de l'Agriculture. Auparavant, on les appelait domaines agricoles partagés et ça a évolué en domaine agricole communautaire. C'est essentiellement de la production. Maintenant, il y a l'impact en termes d'emploi. Aussi, c'est un objectif qui est important, à mon avis, de soulever. Mais toutes les activités sont d'abord des activités agricoles. C'est des ressources humaines agricoles qui doivent les accompagner. Et je pense que de ce point de vue, il n'y a pas eu de problème, il n'y aura jamais de problème. Parce que l'emploi est une question essentielle pour les jeunes. On constate qu'à Dakar, la plupart des jeunes paysans ou bien des jeunes ruraux quittent parce que dans le monde rural, ils n'ont pas de perspective, viennent s'installer dans la banlieue dakaroise. Est-ce qu'il y a un programme spécifique qui a été mis en place justement pour permettre à ces jeunes-là de retourner à la terre? Justement, les domaines agricoles communautaires, les fermes villageoises répondent à cet objectif. Parce que nous voulons que l'emploi agricole soit de plus en plus attractif. Et pour cela, il faut passer par la modernisation de l'agriculture et la modernisation des exploitations agricoles. Qu'est-ce que le jeune, par exemple, quelles sont les conditions que le jeune doit remplir pour accéder à ce domaine? Par exemple, je suis jeune, je suis à Dakar, je veux aller cultiver la terre, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, nous avons, c'est l'occasion de le souligner, nous avons dans le cadre de nos SIPA, donc ce sont des sociétés d'intensification et de production agricole, dans le cadre du PRODAM de Matam, qui se trouve au niveau de Matam, un espace où on peut recevoir ces jeunes. Alors, les jeunes peuvent demander à être installés au niveau donc, de ces sociétés. Il y a quelques critères et à terme, ces jeunes peuvent gagner entre... Quels sont ces critères? Alors, les critères, d'abord, il faut faire la demande, une demande de parcelle. Ensuite, il y a des arbitrages à faire avant donc, de donner. Si on est jeune sans le sou, on vient demander une parcelle, il faudrait qu'il y ait un accompagnement, un financement pour démarrer le projet. Quelles sont les conditions qui ont été mises en place par le gouvernement pour permettre à ces gens-là de cultiver la terre? Alors, déjà, nous avons un dispositif de financement. Alors, il faut d'abord dire que nous encourageons l'initiative privée parce que l'État n'a pas les moyens et ce n'est pas son rôle de financer directement les projets agricoles. Mais nous avons tout un mécanisme à travers la Caisse nationale de crédit agricole qui finance tous les projets bancables. Et je pense que les mécanismes existent. Nous avons mis en place aussi
la CANAS, la Caisse nationale d'assurance agricole, pour permettre d'abord de faire baisser les taux d'intérêt, d'assurer donc les financements pour que quand même les financements soient beaucoup plus accessibles. Parce que le problème qu'on retrouve au niveau de ce secteur, c'est l'accès au financement et au financement adapté. Parce que quand même en s'installant, on a besoin de ressources longues. Et souvent la banque, la CNCA, ne finançait que des campagnes, soit une campagne de production ou une campagne de commercialisation. Donc nous travaillons à d'abord adapter le financement et je salue d'abord déjà la décision du président de la République de mettre en place le FONGIP qui va travailler à garantir les investissements prioritaires, surtout dans le domaine de l'agriculture et dans les autres domaines. Mais pour les jeunes, il faut de la garantie, parce que vous savez bien que les banques ne peuvent pas excéder l'eau. Ce FONGIP, c'est ça son rôle, c'est de garantir les investissements. Donc quand on veut travailler la terre, on va au FONGIP pour avoir une garantie. C'est le FONGIP qui prend la garantie des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes donnent en contrepartie? Pour le moment, le fonds est en train de se mettre en place. Nous n'avons pas fini donc, de réfléchir sur les procédures, mais le véritable rôle de ce fonds, c'est vraiment de garantir les investissements. Effectivement, le fonds ne peut pas garantir à lui tout seul les 100%. Et donc nous réfléchissons à d'autres mécanismes et il y a d'autres leviers sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Au-delà de ce problème bien précis, vous parlez de sécurité alimentaire d'ici 7 ans ou 5 ans. Comment le Sénégal peut-il parvenir à une autosuffisance alimentaire? Alors, donc notre objectif, c'est une sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire sur quand même des filières sur lesquelles nous avons des avantages comparatifs certains. Alors, la sécurité alimentaire, depuis la crise économique mondiale, cette question est maintenant au niveau politique une préoccupation fondamentale. Alors, pour arriver à la sécurité alimentaire, il nous faut de bonnes productions céréalières. Et ça, c'est pour cela que je dis pour quelques filières, notamment le riz, où nous avons un avantage comparatif certain. Nous avons des investissements, des aménagements hydro-agricoles. Nous avons donc assez de terres, de ressources en eau, du soleil. Les Sénégalais aiment cette denrée et nous la cultivons depuis en Casamance. C'est une culture même, la production et la consommation du riz. Et au niveau de la vallée du fleuve Sénégal et au niveau donc de l'Anambé, il y a assez de ressources pour en tout cas atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2018. C'est ça l'objectif de notre plan national d'autosuffisance en riz, le PANAR. Alors pour le maïs aussi, nous avons des avantages comparatifs parce que les débouchés existent. Alors pour même les aliments de volaille demandent une bonne production de maïs. Les grands moulins de Dakar font beaucoup de commandes, donc un marché existe. Et nous avons donc l'ambition pour le maïs d'avoir en tout cas des niveaux de production qui puissent au moins couvrir 80% de nos besoins. Mais c'est ça le problème au niveau du Sénégal. On constate que la facture d'importation de céréales est très forte, plus de 600 milliards pratiquement par an. Les gens se demandent comment le Sénégal, avec tous ces domaines qu'il a, n'arrive pas à nourrir sa population. Alors, c'est pour ça que je dis que nous avons démarré notre programme national de suffisance en riz cette année. Alors, déjà, nous avons signé avec la Banque mondiale un accord de financement dans le cadre du PASAEL pour réaménager 11 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal et dans l'Anambé. Et nous avons avec le programme indien un objectif d'aménager 60 000 hectares. Et donc, de ce point de vue, nous pouvons à terme aménager 250 000 hectares pour la production du riz dans des conditions de maîtrise de l'eau. Or, la production de riz sous pluie n'est pas négligée. Et ça nous donne, ça permet d'accroître les rendements. C'est pour cela, si tu regardes, il y a une possibilité réelle, en tout cas toutes les potentialités existent pour qu'à l'horizon 2018, on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. La production pluviale, c'est essentiellement au niveau du sud et au niveau du centre, dans les régions de Kaolack, Fatick, dans le Sine Saloum. Et c'est du riz de plateau qui peut se cultiver non seulement au niveau ce qu'on appelle rizière traditionnellement, et au niveau maintenant des plateaux maintenant, avec la variété Nerica. Et donc les possibilités d'accroissement de la production et de la productivité existent et nous travaillons à cela. Vous l'avez dit tantôt, la maîtrise de l'eau est importante pour une bonne production. On sait que le Sénégal, la saison des pluies est très courte, 3 mois, 4 mois maximum. Quelle est la politique de maîtrise de l'eau que vous mettez en place justement pour permettre aux paysans de ne pas rester
autant de temps sans travailler. Voilà, c'est ça l'objectif de la maîtrise de l'eau, c'est pour permettre d'avoir une double culture au niveau des superficies aménagées. En condition de maîtrise de l'eau, c'est ce qui se passe au niveau de la vallée du fleuve Sénégal avec les aménagements hydro-agricoles et au niveau de l'Anambé. Ce sont des conditions de maîtrise d'eau que nous renforçons pour à terme avoir 250 000 hectares où on peut produire 2 fois du riz ou d'autres spéculations. Et si nous n'arrivons pas à cela, nous allons compromettre les résultats tendant à atteindre l'autosuffisance en riz. L'autre grande question, c'est que les paysans ont des parcelles traditionnelles où ils cultivent. Aujourd'hui, le président avait annoncé l'importation de 1000 tracteurs pour permettre aux paysans aussi dans la mécanisation. Mais certains paysans disent qu'ils ne comprennent pas parce qu'eux, ils ont l'habitude de travailler avec des charrettes, avec des semoirs, avec des trucs traditionnels parce que les tracteurs ne sont pas à leur portée. Alors justement, cette mécanisation ne va pas être négligée. Et nous avons cette année inscrit dans notre BCI 5 milliards. C'est 500 millions qui existaient. Nous avons inscrit 5 milliards pour équiper le monde paysan, notamment les petits agriculteurs, avec du matériel atelier qui n'a pas été renouvelé depuis un certain nombre d'années. Nous prévoyons cette année d'acquérir 16 800 unités, dont 7 000 semoirs, 5 000 houssines, 4 000 houes occidentales, 800 charrues. C'est vrai, cette année, nous n'avons pas prévu des charrettes, mais l'année prochaine, nous allons mettre l'accent aussi sur les charrettes. Et ça permet quand même d'équiper le monde rural, mais nous n'allons pas aussi négliger la modernisation de l'agriculture avec une mécanisation, mais une mécanisation adaptée, avec d'abord des machines de moindre puissance, 60-70 chevaux pour les petits agriculteurs, et des machines de grande puissance pour l'agro-industrie. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré notre politique de mécanisation. Et donc ça se passe bien. Nous avons été au Brésil récemment dans le cadre de la commission mixte. La procédure suit son cours. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que le gouvernement brésilien a validé notre liste de matériel. Et sous peu de temps, je pense que nous verrons bientôt le matériel brésilien au Sénégal. Ces machines, quand elles arrivent aussi, il faudrait qu'il y ait un service après-vente. Parce que les paysans ne sont pas des mécaniciens pour les réparations. Est-ce qu'un volet a été prévu justement pour le suivi? Justement, c'est un package global. Alors, donc, de l'acquisition, les pièces de rechange, le service après-vente, c'est un package global qui est pris en compte. Donc, même la formation des techniciens. Il faut dire que ce programme, c'est un programme même brésilien. Donc c'est le gouvernement du Brésil qui a voulu doter ses propres paysans de ce matériel avec toute la gamme de services nécessaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils veulent le transposer au Sénégal. Donc tout ce package est prévu et à mon avis, ça peut révolutionner l'agriculture. Mais pour avoir accès à ces machines, il faut des moyens. Les paysans n'ont pas les moyens. Quelles sont les conditions ou les mises en place? Est-ce qu'ils vont acheter des machines? Est-ce que c'est sous forme de location? Comment ça va se passer? Alors, il faut dire que l'État, le président de la République est conscient de cette situation. C'est pour ça qu'il veut aider les paysans de tous ordres à travers une certaine justice pour que les paysans puissent accéder et acquérir ce matériel. Il va le subventionner, ça c'est clair, mais il n'y aura pas une gratuité à 100%. Il va le subventionner donc fortement, certainement entre 50 et 70%. Et ce qui reste, je te donne juste un exemple pour savoir que les machines peuvent être accessibles. Une machine qui coûte 10 millions, on subventionne à 50%. Donc le président doit donner 5 millions. Alors le président dit, alors je demande simplement un apport de 10%, ça fait 500 000. Et le reste, on passe par la banque paye. Et le paysan, après, voit avec sa banque parce que dans ce cadre-là, il y a un différé qui est prévu, peut-être de 2 ans ou 3 ans, et un financement pour 5 ans ou 10 ans pour rembourser cette machine. Donc on paye 500 000 et à un tracteur. Et ça peut être révolutionnaire. Donc, mais 500 000, c'est pas facile pour tous les paysans d'avoir accès à ça. Ils sont dans le contexte de pauvreté où les paysans, des fois, n'arrivent même pas à manger à midi. Oui, mais dis-moi, tous les paysans n'ont pas besoin de matériel agricole, de tracteurs aussi. Celui qui n'a pas 500 000, certainement, il est dans des surfaces à exploiter de moins d'1 hectare. Et une machine n'est pas rentable, même si on la lui donne gratuitement. Au-delà de ça, monsieur le ministre, il y a aussi, on l'avait posé tout à l'heure, le problème du riz au Sénégal, l'importation qui est
assez énorme ici dans ce pays. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire, mais on constate aussi une concurrence du riz qui vient de l'extérieur qui est moins cher. Et quelles sont les conditions que vous mettez en place justement pour que cette concurrence du riz importé ne plombe pas le riz cultivé localement? Oui, absolument. Si nous parvenons à avoir des niveaux de production satisfaisants, nous pouvons avoir des stratégies commerciales telles que le gel des importations ou donner aux importateurs des quotas à importer pour permettre au riz local de se vendre. Mais pour le moment, quand même, il faut le dire et le reconnaître, que nous n'avons pas atteint des niveaux d'importation qui nous permettent de fermer nos frontières. Mettre en place des domaines agricoles, ça suppose régler la question foncière. On a mis en place la commission pour la réforme foncière. Les paysans, surtout le CNCR, a toujours dénoncé le fait qu'ils étaient exclus dans la réflexion. Je pense que c'est peut-être une erreur. Je pense que le président de la commission foncière l'a reconnu. On va intégrer bientôt le CNCR au niveau de cette commission. Alors pour l'agriculture, quand même, il faut dire que la question foncière ne se pose pas beaucoup. Les gens parviennent à exploiter, à cultiver. Ce qui est en cause, c'est surtout peut-être l'agro-industrie qui demande des superficies très vaste, ça peut causer des problèmes. Mais pour le moment, les producteurs traditionnels, les exploitations familiales continuent d'exploiter normalement avec des délibérations de la communauté rurale. Et pour le moment, il n'y a pas un problème foncier. Il y a eu le cas de Fanaï, qui était obligé c'est une éthanol de se déplacer vers Nguitch pour mettre là-bas aussi un domaine. Il y a le sociologue Jean Ziegler qui a dénoncé au Sénégal qu'à Saint-Louis, qu'il y a des domaines agricoles du Sénégal qui cultivent des fruits et des légumes qui exportent directement et que les paysans sont transformés pratiquement en ouvriers agricoles. Oui, mais je pense que ce n'est pas grave si un paysan devient un ouvrier agricole. L'essentiel qu'il trouve son compte. Si un ouvrier est payé 50 000, 60 000 par mois, l'année 12 mois, il est autour de 700 000. Il perd sa terre. S'il avait une terre, il perd sa terre. Mais il n'y a pas de dépossession de terre, je pense, pour le moment. On n'a pas dépossédé les terres de quelqu'un. Alors, ce qui est quand même important à souligner, c'est que nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'expropriation de terre au Sénégal. Ça, le président de la République est clair là-dessus. Son ambition, c'est qu'il n'y ait pas de financiarisation de la terre. Ça, quand même, c'est important. Et donc, il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans ce domaine. Avec la crise alimentaire qui s'est vue dans le monde, on a vu à Madagascar des paysans déposer de leur terre. On a vu que de gros agro-industries installés en Afrique, les pays arabes venir conquérir des domaines. Est-ce que le Sénégal, il y a des garanties qu'ils ont mises en place pour éviter justement que des paysans sénégalais se retrouvent dans des situations aujourd'hui où ils sont des ouvriers agricoles, ils n'ont plus de terre. C'est exactement le rôle de cette commission, pour que ce qui se passe ailleurs ne se passe pas au Sénégal. Que chacun puisse exploiter ses terres, que chacun puisse exploiter en fonction de ses capacités. Et donc, il faut une meilleure gestion de la terre. Ça, nous sommes tout à fait d'accord et nous sommes conscients de cette problématique. La question de la terre va être réglée selon nos croyances et selon nos valeurs. On a vu dans des pays de la sous-région comme par exemple la Côte d'Ivoire que le gouvernement a divisé le pays en pôles industriels agricoles. Ici au Sénégal, est-ce que vous êtes dans ces dynamiques où vous avez spécialisé les régions par rapport à la potentialité? Oui, les régions sont spécialisées naturellement. Il y a donc des domaines agroécologiques qui sont plus ou moins différents. Par exemple, au sud, dans toute la Casamance naturelle, c'est essentiellement peut-être l'arboriculture, la culture du riz, du maïs. Au niveau du centre, la pluviométrie est moindre, donc les légumineuses comme l'arachide sont très bien exploitées. Et au niveau du nord, c'est essentiellement la culture du riz, au niveau donc des aménagements hydro-agricoles. Et au niveau de l'ouest des Niayes, c'est l'horticulture. Et donc, nous allons insister et organiser davantage ces pôles en véritable pôle de développement et de production agricole. Aujourd'hui, il y a une question d'actualité, c'est par rapport à la compagnie sucrière sénégalaise qui dit que la libéralisation de l'importation du sucre a fait qu'ils ont un stock de 46 000 tonnes qu'ils n'arrivent pas à vendre, que ça menace même l'emploi des gens qui travaillent là-bas. Je pense que le ministre du Commerce est assez sensibilisé sur cette question.
il est en train de prendre les mesures nécessaires pour permettre à cette industrie de retrouver ses parts de marché. Il y a aussi le problème du monopole de la caisse de la compagnie sucrière ici au Sénégal. Le monopole de la vente du sucre, même si c'est libéralisé, il y a d'autres investisseurs qui veulent aussi y participer pour baisser le coût du sucre au Sénégal. Les gens estiment que la convention signée par l'État du Sénégal avec la CSS, c'est une convention trop avantageuse pour Mimran et sa compagnie. Je pense quand même qu'il y a quand même des initiatives privées. Il y a des gens qui demandent à produire donc, du sucre. Et nous nous inscrivons donc dans la dynamique de libéralisation au fur et à mesure. Oui, mais les gens estiment qu'il y a une pression énorme de la CSS sur le gouvernement du Sénégal, parce que là, c'est mis sur la table les employés qui seront déflatés, qui seront renvoyés. Est-ce que l'État du Sénégal a pris toute la mesure de cette question-là, permettre aux employés peut-être de garder l'emploi à la CSS, mais permettre aux Sénégalais d'avoir accès au sucre à un prix abordable? Oui, l'objectif du gouvernement, c'est de baisser les prix des denrées alimentaires. S'il s'agit d'installer une nouvelle usine pour augmenter la production et faire baisser les prix, et je pense que le gouvernement va exactement s'insérer dans cette optique. Il s'agit quand même de donner aux Sénégalais du sucre à des meilleurs prix. Et ça ne va pas compromettre forcément la rentabilité de la CSS. La CSS aussi importe du sucre à un moment donné. Et donc, il faut lisser la production donc, dans le temps de la CSS pour qu'elle ne se retrouve pas à un moment donné avec des stocks invendus. Oui, parce qu'il y a des privés qui ont des projets de plus de 50 milliards pratiquement pour ouvrir une seconde sucrerie au Sénégal. Où est le projet? Pourquoi il n'avance pas? Le projet avance, le projet est à l'étude. Et vous savez que comme c'est une initiative privée, l'État encadre l'initiative et donne les conditions pour que cette initiative puisse aboutir. Mais ce n'est pas l'État de produire du sucre. Il y a aussi le cas des grands moulins du Sénégal. Certains estiment que c'est une entreprise qui a été mise en place depuis plus de 20 ans, qui a déjà amorti son investissement. Et qu'aujourd'hui, avec une libéralisation, on aurait encore le coût du prix du kilo de pain au Sénégal. Pourquoi le Sénégal n'arrive pas aujourd'hui à justement agir sur la concurrence pour permettre à d'autres d'importer du blé pour vendre le prix du pain à un prix abordable? Oui, nous sommes même dans le cadre quand même du ministère de l'Agriculture. Nous nous orientons de plus en plus même dans la production de blé et des céréales qui peuvent être incorporées dans le pain. Je vous le disais tantôt, nous allons accroître donc la production de maïs. Et le mil aussi est incorporé maintenant dans le pain. Et même nous avons testé à travers les champs de l'ISRA la production du blé au Sénégal, qui a été un test concluant avec l'appui donc de l'Égypte. Et donc nous pouvons aujourd'hui dire que le Sénégal peut produire du blé. Mais pourquoi donc il y a le monopole de fait de la compagnie sucrière des grands moulins du Sénégal sur le blé au Sénégal? C'est l'importation de blé. Oui, parce que c'est une production satisfaisante. Et donc c'est pour cela que les grands moulins de Dakar continuent à importer du blé. Je ne sais pas pourquoi parler de monopole, mais les céréales sont importées au niveau donc, du Sénégal. Oui, parce qu'il y a des taxes douanières qui font que les paysans estiment que les Sénégalais estiment qu'aujourd'hui qu'il y a une protection de fait. Oui, bon, ça ce sont des aspects commerciaux. Peut-être que notre collègue ministre du commerce a pris en tout cas toutes les mesures nécessaires pour permettre en tout cas un bon approvisionnement du pays pour toutes les denrées alimentaires, y compris la farine de mil, de blé, etc. Oui. Il y a des investisseurs sénégalais, des industriels du secteur privé du Sénégal qui estiment que l'agriculture pour eux aussi est une manne pour le pays, mais qu'il n'y a pas un partenariat mis en place public-privé pour permettre aux Sénégalais qui ont les moyens d'investir dans le secteur. J'avoue que nous sommes en train de sensibiliser de plus en plus le secteur privé sur la nécessité d'investir dans le secteur agricole. Parce que nous avons vu que le privé national n'investit 1%, en tout cas destine 1% de son investissement à l'agriculture. Dans la formation brute de capital fixe du privé, seulement 1% est investi dans l'agriculture. Et je pense quand même, mais il y a un partenariat public-privé qui est en train de se développer, notamment dans les filières tomates et dans les filières oignons. Oui, l'oignon, justement, monsieur le ministre, l'oignon est un problème aussi au Sénégal. On a vu cette année les producteurs avoir beaucoup d'oignons entre les bas qui n'arrivent pas à vendre
parce qu'on a ouvert les importations qui ont fait qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises sur le marché. Oui, mais il faut dire que la situation n'est pas aussi morose que cela. D'abord, du point de vue quand même production, on a battu des records. Nous sommes effectivement à 200 000 tonnes de production d'oignons. Du point de vue production, il n'y a pas de problème. Alors c'est la commercialisation qui pose, c'est vrai, un certain nombre de problèmes. Mais le ministre du Commerce est en train de trouver des solutions à ce problème. Alors ce qui est en cause, ce sont les importations. Alors il faut dire que nous avons quand même de très bons rendements. Nous avons 20 tonnes à l'hectare et la Hollande a 60 tonnes à l'hectare pour la production d'oignons. L'oignon hollandais arrive ici pratiquement à 60 francs à Dakar. Et l'oignon que nous produisons arrive à Dakar vers 200 francs. Il nous faut une bonne stratégie commerciale pour permettre à notre oignon d'être écoulé. Alors, ce qui se faisait, c'est que on faisait le gel des importations à une date donnée. C'est la date, c'est au moment où notre production sort du champ. Alors, on a adopté aussi une stratégie. C'est qu'ils savent qu'à telle date, il y aura le gel des importations. Ils en ont importé beaucoup avant cette date. Et ça a inondé le marché. Et donc, je pense que de plus en plus, nous allons réfléchir à des quotas. Et pour cela, il faut qu'on planifie nous-mêmes notre production en ce moment. Si nous avons besoin de 100 000 tonnes, alors on dira qu'il faut, en tout cas, les producteurs doivent produire, mettre sur place 100 000 tonnes. Mais il faut planifier la production et planifier la commercialisation et travailler aussi sur les aspects marketing. D'abord, la qualité du produit, son prix, sa position au niveau donc, des centres commerciaux et puis sa promotion également. Donc sur tous ces aspects, je pense que le commerce y travaille. Nous disions tantôt au début de l'émission que le Sénégal a fait une bonne production pour la campagne précédente, mais les paysans se plaignent qu'il n'y a pas de piste de production pour que ce qui a été cultivé puisse arriver sur les marchés. Il y a un problème de stock, même de conservation. Effectivement, il y a quand même, il faut le dire, un souci au niveau des infrastructures donc, de stockage et de commercialisation. Donc nous travaillons à moderniser notre agriculture à travers donc, toutes ces infrastructures adaptées. Alors, mais il faut dire qu'il y a déjà notre collègue des infrastructures travaille sur un schéma pour connecter les lieux de production au marché à travers donc, un ensemble de pistes de production. Et je pense que dès cette année, il mettra, si mes souvenirs sont bons, environ 50 milliards en tout cas dans les pistes de production. Vous êtes le ministre du gouvernement, abordons le volet politique de notre entretien. Aujourd'hui, beaucoup disent que les choses ne bougent pas au Sénégal, que le gouvernement sénégalais est totalement tétanisé par la mission qu'il a confiée par les Sénégalais. Que direz-vous par rapport à cette question? Les choses ne bougent pas de quel côté? Je vais vous repréciser votre question. Mais les populations, certaines franges de l'opposition disent que les choses ne bougent pas, l'argent ne circule pas. Moi, je ne suis pas du même avis. L'argent circule, les gens sont payés. Et la dette au niveau des fournisseurs aussi est en train d'être épongée. Et les gens sont payés à bonne date. Il n'y a pas eu de retard de paiement, sauf au niveau des corps émergents. Ça aussi, le ministre de l'Éducation est en train de trouver une solution à ça. Et je pense que tout se déroule normalement dans un pays qui fonctionne normalement. Oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les entreprises, aujourd'hui, leurs commandes par rapport à l'État sont encore très faibles. Les commandes sont faibles, mais le niveau d'endettement est en train de baisser. Et donc, l'État n'a pas asphyxié les entreprises. Les entreprises aussi ne doivent pas fonctionner simplement avec la commande publique. C'est aussi ça, les entreprises sénégalaises, elles fonctionnent beaucoup avec la commande publique. Mais l'État fait ses commandes et honore ses engagements. Mais vous êtes économiste. Certains disent qu'aujourd'hui on est retourné dans le schéma Banque mondiale FMI, que la Banque mondiale FMI n'a jamais développé un pays, que le Sénégal n'arrive pas à développer une épargne intérieure pour faire marcher son économie. Oui, il faut dire que nous n'avons pas au niveau donc, ni de la banque ni des FMI. Le président de la République est clair, il n'a d'instruction à recevoir de personne. Ça, je pense que nous ne sommes pas revenus dans des schémas Banque mondiale et FMI. Effectivement, ce sont des partenaires qui nous respectent, qui nous accompagnent,
Mais nous sommes très souverains, nous utilisons notre instrument de politique budgétaire comme il le faut. Nous avons un déficit que nous prenons en charge, mais ce déficit-là aussi ne contraint pas le gouvernement à faire les dépenses les plus efficaces possibles. Oui, mais parce que les économistes estiment que le gouvernement passe son temps à payer la dette intérieure, à combler le déficit, mais ne fait pas de projection dans le financement. Mais je crois que ce n'est pas vrai, parce que déjà je vous ai dit que cette année nous avons augmenté le budget de l'agriculture à 45%. Et ça c'est au niveau de l'investissement. Il n'y a pas un seul franc qui a augmenté au niveau du fonctionnement. Et ça, ce sont des dépenses très rentables parce que nous agissons au niveau de l'investissement et nous veillons à ce que cette dépense soit efficace et efficiente. Et dans les autres secteurs, c'est exactement la même chose. Et donc nous utilisons l'instrument budgétaire de façon efficace. Nous ne cherchons pas à réduire drastiquement le déficit. Nous cherchons simplement à le maîtriser et puis à utiliser nos ressources budgétaires de façon efficace. Dans des pays développés, certains ont misé sur les infrastructures pour développer leur pays. Au Sénégal, depuis un an, on n'entend pas de grands investissements. Les gens parlent de très grand écartement. C'est à l'état de projet, de l'autoroute Thiès-Touba. Où allez-vous trouver ces financements? Oui, nous continuons toujours à travailler au niveau de ces grands projets d'infrastructure. D'ailleurs, le président a inauguré récemment, en tout cas, l'autoroute Dakar-Diamniadio. Je pense quand même, du point de vue investissement, nous avons recentré aussi nos priorités autour de l'agriculture, de l'énergie. Et ça aussi, c'est important, c'est une réorientation majeure pour régler en tout cas le problème des Sénégalais. D'abord la sécurité alimentaire et l'accroissement des revenus des populations. Parce que sur le plan international, il y a des fonds souverains qui investissent dans des pays. On a vu que la Côte d'Ivoire, au Club de Paris, a pu mobiliser plus de 5 milliards de dollars pour son économie. Pourquoi le Sénégal n'arrive pas sur le marché international à trouver cet argent? Oui, le Sénégal est très éligible sur le marché international. Nous arrivons à nous financer à des taux extrêmement intéressants, bas, et nous allons mettre en place bientôt le fonds d'investissement souverain au Sénégal. Et pour combien de milliards ce fonds? Ce fonds, c'est pour 500 milliards. 500 milliards, c'est peu par rapport à une économie comme le Sénégal qui demande beaucoup de fonds pour résorber vos projets. Quand on parle de l'agriculture, ça demande énormément d'argent. Oui, c'est juste, c'est le début, mais ce fonds à terme va mobiliser beaucoup de ressources. Je n'ai pas une idée exacte de ce chiffre, mais à terme, ça va mobiliser beaucoup de ressources. Ça, c'est un fonds qui sera très important pour financer le développement du Sénégal, parce que nous avons un problème effectivement pour financer le développement du Sénégal. Nous sommes dans le domaine politique, restons-y. Aujourd'hui, la coalition Benno Bokk Yakaar, pour beaucoup, c'est une coalition hétéroclite, il y a un problème d'harmonisation de la communication au sein du gouvernement et que certains points ont une orientation par rapport à cette coalition. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème d'orientation au sein de cette coalition. Alors la coalition se retrouve, discute, les leaders se retrouvent et discutent. Et je pense qu'il n'y a pas de problème majeur au sein de la coalition. C'est normal en politique, il y a toujours des problèmes d'orientation, des idéologies, des discussions, mais je pense que la coalition se porte bien. Les gens travaillent en tout cas à renforcer la coalition. Le débat qui a été reposé aujourd'hui par Idrissa Seck et Rewmi, c'est justement le mandat du président de l'Assemblée nationale, qui était de 5 ans, qui a été ramené à 1 an, parce que les gens estimaient que Macky Sall avait été combattu par la loi Sada Ndiaye pour quitter l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pour une croyance institutionnelle, est-ce qu'il faut faire revenir le mandat à 5 ans? Alors, je pense que les législateurs ici, moi je suis dans le gouvernement, si c'est posé au niveau donc, du législatif, ils vont apprécier, nous sommes des démocrates, ça va se discuter entre Sénégalais et on prendra les bonnes décisions. Et je ne veux pas aller dans le débat... Oui, mais vous êtes aussi militant de l'APR, parce que certains estiment qu'au niveau de l'APR, les gens ont par rapport à ce mandat, de donner le Moustapha de 5 ans, qui est un allié, qui demain peut aussi avoir des velléités. Si vous voulez personnel, moi je suis pour le retour du quinquennat.
pour le retour du quinquennat. L'autre question qui a été posée, c'est l'abrogation de la loi Ezzan à l'Assemblée nationale. Moustapha Diakhaté a posé le débat pour dire qu'il faut revenir sur toutes ces lois jugées scélérates, selon lui. Est-ce que vous êtes dans la position qu'il faut revenir sur la loi Ezzan au Sénégal? Absolument. Si une loi à un moment donné est jugée scélérate, si c'est une loi qui a été prise à un moment donné pour des raisons politiques, je pense qu'il est bon de rétablir la justice et de revenir aux fondamentaux qui nous permettent de renforcer notre démocratie. Concernant les biens mal acquis, M. Karim Wade a été mis en prison bientôt plus de un mois. D'autres disent que le dossier traîne, qu'ils ne savent pas pourquoi les autres qui sont concernés par les biens mal acquis ne soient pas aussi dans les mêmes conditions. Oui, je pense que c'est un problème de justice. La justice sénégalaise a son rythme. C'est une justice crédible. En tout cas, moi, je crois à la justice sénégalaise. Je pense si tel est convoqué par tel autre, ce sont des raisons objectives qui ont fait que l'un a été convoqué et l'autre n'a pas été convoqué. Ça n'a pas été fait sur la tête du client. Oui, les Sénégalais disent que le gouvernement a mis beaucoup d'accent sur les biens mal acquis, en oubliant des autres choses essentielles, d'autres choses qui ne sont pas connues des Sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Je pense qu'il n'y a pas un problème de communication. De toute façon, il faut commencer par quelque chose. Nous avons fait le choix de commencer par les biens mal acquis, mais pour tous les problèmes liés à la mauvaise gouvernance, je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour régler ces problèmes de malgouvernance, de détournement de deniers publics. Je pense que nous sommes sur la voie d'une bonne gouvernance. Et aujourd'hui, quelles sont les garanties que vous donnez aux Sénégalais, que vous-même qui êtes aujourd'hui au pouvoir, que demain, qu'on ne se retrouve pas dans la même situation des biens mal acquis? Alors, c'est là que c'est intéressant pour nous, parce que la règle aujourd'hui mesurer les autres va servir demain à nous mesurer aussi. Et je pense que c'est important que nous, en tout cas que nous-mêmes, que nous comprenons que ce qui est là, c'est pour demain. Donc nous, si nous faisons de mauvaises gestions, nous serons comptables et responsables devant les Sénégalais, devant la justice demain. Et je pense que de ce point de vue, ça nous met aussi bien à l'aise. L'OFNAC a été annoncée par le président de la République. Jusqu'à présent, les gens attendent la matérialisation de cette OFNAC, son fonctionnement. C'est quoi son travail? Je pense que les Sénégalais, c'est vrai, parfois, nous sommes pressés à voir les résultats, mais ça suit son cours. L'office donc va être installé bientôt. Je n'ai pas les éléments, en tout cas, de calendrier et d'agenda par rapport à l'OFNAC, mais je pense que ça va bientôt aboutir. Nous avons commencé par la campagne agricole, on termine par la prochaine campagne agricole. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis optimiste. D'abord, je demande aux Sénégalais de prier pour un bon hivernage, parce que c'est une condition quand même importante. S'il y a un bon hivernage, il n'y aura pas de raison pour que la campagne ne se déroule pas bien, parce que nous avons pris toutes les dispositions en termes de mise en place des intrants, les semences et les engrais pour une bonne campagne. Le Khalif général des Mourides et le Serigne Abdoul Aziz Amin ont demandé le retour à la terre, aux jeunes de revenir à la terre. Est-ce que le gouvernement a un mouvement? C'est ce que le gouvernement a compris. Et lorsque le Khalif général des Mourides et le Khalif des Tidjanes a fait un appel pour le retour vers la terre, et nous avons pris les dispositions. Justement, nous avons augmenté les quantités de semences d'arachide notamment. Parce qu'on mettait en place que 50 000 tonnes d'arachide. Cette année, nous sommes passés à 110 000 tonnes d'arachide. Ce qui a fait que d'ailleurs la subvention a un peu baissé. Pour justement répondre aux besoins futurs des producteurs qui n'avaient pas produit l'année passée, par exemple, qui n'avaient donc forcément pas de semences, au moins qu'il y ait une disponibilité physique, que quiconque voudrait de la semence puisse trouver en tout cas une semence subventionnée. Est-ce que cette année, les paysans ont la garantie d'avoir des semences de bonne qualité et certifiées? Alors, pour toutes les céréales, toutes les semences de céréales, les semences sont certifiées, sauf pour le niébé. Mais pour l'arachide, effectivement, les semences ne sont pas des semences certifiées, donc ce sont des graines écrémeuses qui proviennent de la production de l'année d'avant. Mais est-ce qu'il y a des subventions qui sont mises en place pour aider les paysans? Oui, nous avons subventionné l'arachide à hauteur de 35%. Et donc, les autres céréales sont subventionnées entre 70 et 50%. Abdoulaye Baldé DBB, merci d'avoir été avec nous.
Je rappelle que nous étions avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Merci à toute l'équipe technique de la TFM qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à Théroubi qui nous a accueillis dans le salon pour la réalisation de cette émission. Merci. Bonsoir à tous.